Bonjour Bonjour, Véronique, bonjour Jean. voilà, bonjour. Je suis très heureux de te retrouver ici. Ça fait longtemps depuis ma dernière visite au SEO Campus, donc ça fait déjà quelques années. Alors je Ça fait rappelle bien pour les 4 ans. personnes oui, oui, 5 ans, oui. Pour les personnes qui nous suivent, Véronique, elle est présidente et cofondatrice de l'agence Rankwell. Donc elle a une grande expérience en SEO et en SEA franco-sino-cambodgien. Donc ça fait maintenant une bonne douzaine d'années. Elle a assuré la présidence du Exactement. SOCAMP de 2017 à 2019, je pense. Et Oui, c'est ça, de mars 2017 à octobre 2018, pour être exact. voilà. Et tu as surtout une grande maîtrise de la langue et de la culture chinoise qui te font évidemment devenir un partenaire incontournable pour Beidou, hein, qui est quand même l'argument premier pour tout ce qui est Asie, parce que Google est un peu moins présent là-dedans quand même, évidemment. Conférencière, Exactement. auteur de plusieurs ouvrages sur le référencement. Et aujourd'hui, tu vas nous expliquer comment tenir compte de ces fameuses tendances et de ces adaptations culturelles dans le SEO. Voilà, nous t'écoutons. Exactement. Donc, l'idée de ma conférence aujourd'hui, c'est d'expliquer comment est-ce que, on peut réussir son SEO à l'international grâce à quelques adaptations culturelles qui souvent, sont négligées. Et donc, je vais passer ma présentation parce que Jean l'a très, très bien, annoncé, en préambule. Et donc, juste quand même pour rapidement présenter mon agence, c'est, l'agence Rankwell qui existe depuis 2017 et on est une agence, experte en référencement web en général, donc le SEO et le SEA et notre particularité, c'est le multilinguisme. C'est-à-dire qu'on peut, aider différentes marques en Europe à aller sur différents territoires, dans le monde, notamment l'Asie, de par, ma spécialité de base, mais également d'autres moteurs de recherche comme, Yandex pour la Russie ou encore, Naver pour la Corée du Sud. Bon, qui fait partie de l'Asie finalement. Et donc, on aide voilà différentes marques à aller développer leur visibilité sur différents moteurs de recherche et différents réseaux sociaux en termes de social ads à l'international. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet, déjà, quand on parle de référencement international, souvent et même tout le temps, j'entends parler de traduction. Mais, en fait, c'est pas bon, dans le sens où on peut pas parler de traduction quand il s'agit de marketing ou de référencement web, parce que d'un pays à l'autre, la façon de dire les choses, la sémantique que les internautes, ont d'un pays à l'autre n'est pas du tout la même. Même tout simplement en Europe, je pense que pour ceux qui voyagent, qui voilà, même ceux qui sont, on va dire plus, comment dire? Qui sont juste en France, vous voyez quand même qu'il y a des nuances entre une culture, espagnole, une culture allemande. Ça n'a rien à voir avec la culture française. Et donc quand on va vers des pays encore plus lointains, type, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, il faut vraiment faire une adaptation. C'est quand même une certaine gymnastique, hein, je le reconnais, c'est pas simple, mais il faut vraiment parler la sémantique de l'internaute. Et c'est comme ça qu'on peut réussir à convaincre, en fait, hein, finalement, les consommateurs locaux à acheter, nos services, nos produits, à nous contacter. Ça les met plus en confiance parce que s'ils sentent que c'est une traduction encore pire, si c'est une traduction automatique d'un site web, depuis de l'anglais ou du français vers, leur langue cible à eux, ils vont pas avoir confiance. Ils vont se dire: «Ah, c'est un site, étranger qui a essayé de» comment dire? Un peu faire un peu c'est comme un imposteur un petit peu, donc ça, il faut faire vraiment attention. Et là, je mets un petit exemple, en langue chinoise, par exemple, on ne dit pas acheter un appartement ou acheter une maison. En fait, on n'a pas cet idéogramme, dans la langue. On a l'idéogramme, en gros, qui veut dire un bien immobilier et on va plutôt parler de cette manière. On va dire: «On va acheter un bien immobilier». Sur Baidu, par exemple, si vous faites, une recherche de mots-clés, ça va être bien immobilier qui va beaucoup ressortir en termes de volume de recherche versus appartement, maison qui,
qui ont quasiment pas en fait de volume de recherche. Donc il y a toutes ces nuances locales et linguistiques, finalement sémantiques, à prendre en compte. Et donc, l'idée, même si vous faites de la traduction, parce que je comprends bien que c'est quand même plus simple de partir d'un support, il faut penser à réécrire les textes par un natif d'une certaine manière pour que justement ça reflète le plus possible les nuances linguistiques du pays. Par exemple, si vous faites juste une simple traduction sans insérer des mots-clés populaires que vous pouvez trouver sur les différentes variantes de Google, hein, parce que finalement, Google est quand même international. On a plusieurs versions de Google. Vous pouvez faire une recherche de mots-clés dessus. Vous pouvez utiliser aussi les keyword planners de Naver, de Baidu, de Yandex pour trouver des mots-clés. Et en fait, insérer ces mots-clés à l'intérieur des textes pour que justement, non seulement ça fonctionne pour le moteur de recherche, hein, en termes de SEO tout simplement, mais que l'internaute retrouve ces requêtes dans vos contenus et savent que vos contenus vont répondre à leurs questions, même si voilà, vous n'êtes pas du pays d'origine, mais qu'on sent que voilà, vous maîtrisez la culture et les informations à donner, à partager avec les internautes sur place. Donc ça, c'est vraiment très important, l'adaptation au marché local. Et comment on fait pour trouver en fait ces textes? Comment on fait pour trouver les mots-clés? Parce qu'on peut utiliser les les outils que je viens de citer, les keyword planners, les outils de génération de mots-clés. Mais pour vraiment en fait vous mettre dans la peau d'un SEO natif, hein, enfin c'est pas vraiment le bon mot, mais vous mettre dans la peau d'un SEO qui connaît, qui maîtrise le sujet, je vous recommande en fait de faire une sorte d'étude de verbatim, en fait une collecte de commentaires, d'expressions dans une langue cible et de en fait analyser qu'est-ce qui en ressort le plus dans cette analyse sémantique. Ce qu'on appelle des occurrences, hein, finalement, quels sont les mots-clés qui ressortent le mieux et après vous pouvez coupler ça avec les mots-clés que vous allez trouver dans le keyword planner. Une fois que vous avez fait ce travail, c'est un peu aussi une étude concurrentielle finalement. Ça vous permet de mieux voir comment est-ce que dans un pays, on parle et on désigne certaines choses avec quelle forme, quel mot quoi finalement, et de la sémantique qui est derrière en fait, qui veut dire en fait c'est le même concept, mais avec des formes différentes d'une variante à une autre. Donc le fait de créer des corpus de texte, de collecter ces verbatims, ces commentaires, les avis d'internautes, ça vous permet d'avoir des mots-clés supplémentaires. Et donc ça, c'était l'exemple que je vous ai pris tout à l'heure pour acheter un bien. Et par exemple, en cantonais, si vous travaillez avec Hong Kong, Macao, etc., surtout dans l'horlogerie, l'exemple que j'ai ici, on n'a pas le mot luxe en fait. Enfin, l'horlogerie, je veux dire, le luxe en général, on n'a pas le mot luxe en chinois à proprement parler. On va plus parler de célébrité, de marque. Et par exemple, pour désigner une montre de luxe, on va plutôt parler de montre de marque ou montre de renom. On peut dire ça comme ça si je traduis littéralement ce qui est écrit ici. Mais c'est plutôt, voilà, montre de marque, montre célèbre. Et on n'a pas du tout, en fait, le signifiant pour dire montre de luxe, qui est en fait le signifié pour toutes les langues. Donc il faut faire attention à ce genre de choses et bien adapter pour que vos contenus puissent bien remonter dans les moteurs de recherche qui vous intéressent. Parce que même pour Google, en cantonais, hein, Google Hong Kong, il faut faire attention à ça. Vous n'allez pas écrire montre de luxe comme ça, mais bien faire en sorte que ça soit adapté
pour les internautes à Hong Kong, à Macao, etc. Et aussi des petits détails qu'on oublie souvent de changer, et je le vois encore tout le temps, ce sont les adaptations de devises, des CGV, des mentions légales et même l'obtention de certaines licences locales. Par exemple, en Chine, la licence ICP qui permet au site e-commerce d'être opérationnel. Si jamais on ne l'a pas, bah, le site e-commerce ne peut pas fonctionner correctement dans le pays. Et donc, il y a des choses comme ça vraiment à adapter. Et je disais ça parce que aussi récemment, j'ai eu un client où sa version chinoise n'était pas en yuan, n'était pas en RMB, mais en dollars en fait. Et ça ne peut pas être pertinent et ça ne peut pas fonctionner pour des Chinois, des consommateurs chinois. Surtout qu'ils sont hyper méfiants de base. S'ils voient que c'est en dollars, bon, je pense que vous connaissez un petit peu les guerres en plus qui existent entre la Chine et les États-Unis. Donc là, vraiment, il y a des choses comme ça, c'est des faux pas et il faut absolument éviter. Et de se dire que bah, c'est bon, en Chine, en Asie, j'utilise une version anglaise, j'utilise des devises, le dollar. Non, ça fonctionne pas. Il faut absolument que ce soit adapté au pays, en yuan, en yen, en won, si vous êtes en Corée du Sud. Et ça, c'est systématique. Il faut vraiment le faire dès lors qu'on veut aller dans un pays local. Et également, tout ce qui est mention légale, ce genre de choses, il ne faut pas les négliger. Et une autre spécificité pour la Chine, hein, peut-être que certains ont déjà entendu peut-être une de mes conférences sur les fameuses icônes. L'icône, par exemple, Bao, pour le plan de garantie de Baidu, bah, il est maintenant très important de l'avoir pour que justement, Baidu, en gros, vous protège, entre guillemets, protège les consommateurs aussi, lorsqu'il y a des problèmes de contrefaçon, d'arnaque, ce genre de choses. Et donc, c'est un plan que je recommande fortement à toutes les marques européennes, françaises, qui veulent se lancer sur la Chine, de l'obtenir. C'est pas systématique. Il faut faire partie d'un programme comme l'INPI. C'est l'équivalent, on peut dire que c'est l'équivalent de l'INPI en France. Et une fois que vous faites partie de ce programme, là, Baidu, en fait, vous avez quelques petites démarches à faire et il vous déclenche cette fameuse icône Bao pour que vous ayez le plan de garantie également sur votre site à vous. Alors là, j'ai repris en fait un tableau issu d'une table ronde qu'on a fait avec SEMrush, SEO International, qui venait de la conférence de Christophe Vidal. Et je trouvais que ça résumait bien quels sont les moteurs de recherche qui prennent en compte les fameuses balises linguistiques hreflang. Et pour rappel, pour ceux qui ne savaient pas, Baidu ne prend pas en compte les hreflang. Vous pouvez les mettre, si vous voulez, ça fonctionnera pour Google, Yandex, mais ça fonctionnera pas pour Baidu et ni Bing. Ils ont d'autres en fait solutions pour comment dire, pour déterminer et dire quelles sont les versions alternatives de chaque version linguistique. Mais voilà, Baidu, lui, par exemple, ça va être des pages qui doivent être déclarées en chinois, qui doivent être écrites uniquement en chinois. Et ça va permettre aussi avoir un nom de domaine .cn idéalement. Tous ces petits éléments vont permettre en fait à Baidu de comprendre que le site est bien en chinois simplifié et que il est indexable pour le moteur de recherche chinois. Et un petit outil aussi pour détecter les balises hreflang, toujours issu de cette fameuse table ronde, une capture que Christophe Vidal avait mis sur sa conférence, c'est le hreflang tag checker. C'est un petit plugin que vous pouvez ajouter à votre navigateur et ça permet de détecter sur les pages si les hreflang sont bien en place et si elles sont bien codées. Parce que je pense que vous savez que le codage de hreflang est assez spécifique. C'est un couplage de langue pays
Il faut faire très attention à ces alternatives pour que justement Google comprenne bien à chaque fois quelles sont les versions que vous déclarez comme des alternatives à une version, on va dire, master. Donc, toujours penser à bien déclarer les couples langue-pays. Et là, je vous propose de faire un petit focus sur la partie netlinking multilingue. Donc, encore ce matin, avec un prospect, on a discuté justement de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour son netlinking multilingue. Moi, personnellement, je recommanderais de trouver des domaines locaux, hein, les fameuses .fr, .es, .de si possible, pour que ça soit le plus local possible et que ça soit le plus SEO friendly possible en termes de sémantique et même de poids en termes de nation, on va dire de localité. Mais si jamais on ne trouve pas de site comme ça, en .fr, .es, .de, on va préférer des domaines en .com avec / répertoire de langue pour que justement ça soit quand même bien ciblé dans la langue. C'est plus important que la sémantique du site externe reflète bien ce que vous allez renvoyer vers votre site à vous. Par exemple, on va éviter de prendre un site en anglais pour faire du netlinking en français ou du netlinking en chinois. On va s'efforcer à trouver des liens qui sont en français ou en chinois, même s'ils sont sur du .com, pour faire ces backlinks, parce que c'est quand même beaucoup plus quali que de prendre une langue type langue pivot comme l'anglais pour faire du netlinking multilingue. Ce n'est pas forcément ce que je recommanderais parce que c'est trop éloigné en termes de sémantique. Et bien évidemment, en termes d'ancrage, je vous recommande d'utiliser des encres qui sont dans la langue de votre site, de votre version. Si vous avez du netlinking français, allemand, espagnol à faire, on ne va pas utiliser des encres en anglais. On va utiliser des encres en français, en allemand, en espagnol. Donc toujours, il faut que ça reste logique. Alors, ensuite, on a le netlinking, en fait, multilingue toujours, avec les articles sponsorisés. Important de prendre en compte les variantes locales, en fait. Par exemple, l'espagnol du Mexique est différent de l'espagnol d'Espagne. Et donc, soit le plus sérieux possible. J'ai pas forcément les mots. Il faut que ce soit, en fait, quand on lit l'article sur le site externe qui pointe vers vous, on se dit ah oui, c'est vraiment très sérieux, c'est dans les langues locales, avec les variantes qu'il faut, ça donnera plus confiance, quoi, tout simplement. Et ça donnera plus envie, en fait, à l'internaute de poursuivre sa lecture et d'aller dans votre site pour naviguer, voire acheter quelque chose chez vous. Donc, tous ces points sont hyper importants à prendre en compte. Et alors, une chose, même si je n'ai rien contre les agences de traduction traditionnelles, mais il faut se dire que ce n'est pas leur métier. C'est-à-dire que tout ce qui est agence de traduction pure et dure, littéraire, on va dire, il faut absolument que vous révisez leur texte pour que ça soit SEO friendly. Sinon, vous risquez de vous retrouver en fait avec des textes beaucoup trop littéraires, rédactionnels et pas suffisamment optimisés pour les consommateurs locaux ni pour les moteurs de recherche. Donc, je dirais à chacun son métier entre guillemets, mais il faut vraiment prendre ça en compte parce que ce n'est pas leur métier, le SEO. Et ça, je l'ai vu depuis une bonne dizaine d'années, ça n'évolue pas forcément. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Et en termes de plateforme, ce que je pourrais vous recommander, hein, si vous voulez trouver des spots internationaux, on a des plateformes type Seeding Up et on a également maintenant WordPress qui permettent de trouver des spots
dans différentes langues, ou alors vous pouvez travailler directement avec des éditeurs de texte dans, dans, dans le pays donné. Après, bien sûr, ça prend du temps parce que c'est une relation à bâtir, il y a de la négociation, mais sur du long terme, voilà, ce sont des partenaires avec qui vous pouvez travailler très très longtemps. Et c'est ce que moi je vous recommanderais de faire si vous êtes intéressé par la partie internationale, de trouver des éditeurs plutôt locaux directement. Alors, en conclusion, je dirais qu'en fait, la gestion d'un projet SEO international, c'est finalement comme la gestion comme la gestion d'un projet SEO Google pour une seule langue, mais en plus gros. Et il faut transférer ses connaissances en plus de cet effort d'adaptation culturelle, se faire accompagner de natifs si jamais vous maîtrisez pas la langue, et de faire en sorte que justement vous puissiez transmettre toutes vos connaissances SEO que vous connaissez sur Google sur d'autres pays. Je parle de Google France dans notre cas, sur d'autres pays, par exemple au Royaume-Uni, en Espagne, etc., ou voire même jusqu'à la Chine, si jamais c'est votre but. Mais un dernier point, c'est qu'il faudrait vraiment éviter la traduction automatique, parce que ça ne fonctionne pas pour le SEO international, et que si vous faites ça, vous risquez de mal vous positionner, vous n'allez pas donner confiance au consommateur local d'acheter chez vous, et je pense qu'à long terme, vous n'êtes pas forcément gagnant. Donc voilà, faut vraiment éviter la traduction automatique tant que possible. Voilà. Mais merci Donc, Véronique, merci de votre écoute. effectivement. Oui. Oui. Voilà. Effectivement, dans le cadre du référencement international, je l'ai vu assez fréquemment, le fait de ne pas montrer la bonne URL, donc le bon nom de domaine en .fr, en .cn, en .autre, ou alors en utilisant la mauvaise monnaie, tu l'as souligné, effectivement, que ce soit en Chine où on va avoir des dollars ou des euros, pas intéressant. Tu vas chez des Canadiens, tu vas montrer des euros, c'est certains qui ne commenteront pas. Les textes, surtout les bonnes locutions, la bonne culture de parler avec les bons mots-clés, on achète un bien et non pas une maison. Ces éléments-là, Exactement. indépendamment du SEO, c'est surtout le taux de conversion qui va être influé. Parce que même s'ils se positionnent, les gens n'achèteront pas. Donc ce serait un mauvais investissement. C'est ça, comme je disais dans la conférence, ça va pas donner confiance aux internautes locaux d'acheter chez on va dire, le site, parce que justement, il n'a pas forcément aussi donné envie et inspiré confiance pour donner Exactement. envie au consommateur local d'acheter. Exactement. Mais écoute, merci, c'est très gentil. C'était une très belle présentation sur le multilinguisme. On te souhaite une bonne Merci à toi. soirée. De Bonne rien. soirée à Et tous.